Bonsoir à tous, bienvenue pour un 5e débat d'opinion avec notre monsieur député Dimitri, excusez-moi, Dimitri Houbron, vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous. Et Abdelissage aussi, Abdelsalem, qui est avec nous aussi. Bonjour Cédric. Bonjour, ça va bien? Très bien. Très bien, notre chroniqueur qui est là maintenant tous les jeudis avec nous. Ça fait Absolument. plaisir de t'avoir, tout simplement. Et 2 citoyens aussi qui sont avec nous ce soir. N'hésitez pas. Donc il y a Abdel, bonjour Abdel. Bonjour. Bonjour, voilà, bonsoir, oui. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Et Aurélie aussi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous pour ce débat d'opinion où on va débattre pendant 1 heure. Donc ça fait plaisir de débattre avec les citoyens, la politique et bien sûr notre chroniqueur aussi. Et le premier sujet, c'est la circulation, bien sûr, scooter et moto, fin des stationnements gratuits, 70% des voitures bannies dans 45 agglomérations. Va-t-on vers des villes piétonnes? Alors avant de débattre, je vous propose qu'on écoute la vidéo de Jean-Marc Bellotti, le président de la Fédération française des motards en colère. C'est parti. Non, on a fait une petite délégation de 6 personnes. On ne voulait pas manifester, on voulait juste attendre les journalistes à la sortie de la conférence de presse pour faire notre propre conférence de presse. Très mal, on réagit très mal parce que, encore une fois, c'est une volonté de la mairie de Paris depuis un bon moment. Et la mairie de Paris ne veut pas comprendre que le deux roues motorisé est une vraie solution en ville. On apporte une vraie plus-value en termes de fluidité, et pas qu'à Paris d'ailleurs, dans toutes les grandes villes d'ailleurs. Il y a beaucoup de villes en Europe qui n'intègrent pas les deux roues motorisés, notamment dans les ZFE, dans les zones à faible émission, et 2, qu'il ne faut pas payer le stationnement de roues motorisées. Donc effectivement, nous on trouve ça tout à fait anormal. En plus, j'ai compris que les prix étaient quand même assez importants, puisque c'est moitié prix pour une moto que par rapport à une voiture. Normalement, ça devrait être un tiers, si on était d'accord pour le stationnement payant, ce que nous ne sommes pas. Monsieur le député, faire payer les 2 roues, est-ce la solution? Je ne pense pas. Je pense surtout qu'il y a un déficit dans la concertation. Quand on veut avoir une ambition qui est tout à fait louable, et notamment pour des questions écologiques, ça s'entend, mais il faut que l'ensemble des citoyens qui seront impactés par ces décisions soient interrogés, et que les motards puissent s'exprimer très légitimement comme ils le font là, et entendus surtout. Au-delà d'être écoutés, c'est d'être entendus. Et je pense qu'il y a eu un déficit de concertation, comme dans d'autres villes en France. Là, c'est le cas de Paris, mais c'est le cas dans d'autres villes. Il faut véritablement que les citoyens soient proactifs dans cette ambition écologique, et là, on constate que ce n'est pas vraiment le cas. Alors sur cette consultation citoyenne justement, est-ce que vous pensez qu'elle doit être uniquement sur la ville de Paris, que les Parisiens puissent s'exprimer sur le sujet, ou vous pensez que ça doit s'étendre à l'ensemble des citoyens, peut-être sur une voie de référendum ou autre? Est-ce que, une autre question, si vous permettez, est-ce qu'on ne sacrifie pas justement pour des raisons économiques une liberté de circulation des citoyens? Aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple sur Paris, après la vignette critère, il y a certains véhicules qui sont empêchés de rentrer sur Paris. Est-ce qu'il n'y a pas là une discrimination pour des personnes qui n'ont pas toujours les moyens d'acheter des véhicules propres ou des véhicules beaucoup plus récents? Je pense qu'il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'on ne peut pas prendre une décision nationale pour l'ensemble des territoires de France. Il faut qu'il y ait de la différenciation en fonction des réalités du territoire qui sont différentes à Paris comme à Douai dans ma circonscription. Donc verbalisable à Paris, pas à Douai. Eh bien écoutez, le sujet c'est surtout que veulent les citoyens. Je pense qu'on oublie trop souvent quand on est élu qu'on est là pour représenter la volonté du peuple. Et donc avant toute chose, il faut demander au peuple ce qu'il souhaite. Et sur cette question de la concertation, ce qui est sûr, c'est que si on interroge les Parisiens, ils y seront peut-être favorables, parce qu'ils descendent de chez eux, ils sont à pied, ils peuvent tout faire avec les commodités des transports publics. Ceux qui sont autour et qui doivent aller travailler à Paris, par exemple, eh bien aujourd'hui, prendre une moto, un scooter, c'est quand même le moyen le plus rapide et le plus fiable pour arriver à l'heure au travail et éviter de se faire licencier par son employeur parce qu'on a du retard. Donc c'est des réalités du quotidien de la part de nos concitoyens. Donc s'il y a concertation, je pense qu'il faut qu'elle se fasse, bien sûr avec les Parisiens, c'est indispensable, mais aussi avec les gens qui vivent au quotidien et travaillent à Paris. Donc plutôt local. Plutôt local. Vous en pensez quoi? Tiens, Aurélie par exemple, là-dessus, est-ce qu'il faut faire payer les motos, les scooters, tout simplement, les stationnements? Oui. Oui, pourquoi? Je pense que oui, puisque pourquoi un scooter ne paierait pas son emplacement de stationnement alors qu'une voiture le fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve, pour avoir fréquenté énormément Paris, on se retrouve aussi avec une
population de deux roues. Et ça permettrait aussi, je pense, d'avoir des stationnements plus légaux, alors qu'on peut marcher partout et avoir un scooter qui est stationné comme ça sur le trottoir, ce genre de choses. Donc moi, ça ne me choque pas qu'il y ait une taxe de stationnement pour un deux roues, comme pour une voiture, moindre effectivement, puisque ça prend moins de place qu'une voiture, sachant qu'on va sur des espaces de plus en plus piétons, parce qu'on se rend compte qu'on est dans des espaces non adaptés. Donc dans tous les cas, je suis pour. C'est pas quelque chose qui me dérange qu'un scooter, qu'un deux roues paie son stationnement, sachant qu'on a plein de solutions pour éviter en fait de toute façon d'utiliser un véhicule motorisé, que ce soit un deux roues ou que ce soit une voiture, en allant à Paris. On a les transports en commun, c'est pareil, on va payer notre ticket de métro pour circuler dans Paris. Donc au même titre, je me dis qu'on peut payer son stationnement de véhicule. Mais vous êtes pour? Elle est pour. Je suis pour, c'est-à-dire que je ne vais pas militer pour ça, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. C'est quelque chose qui a du sens. Effectivement, on est habitué à un certain système qui fait que un deux roues ne paie pas son stationnement. Mais je pense que à chaque niveau, il faut, si en étant piéton, pour me déplacer dans Paris, je paie mes titres de transport, au même titre, je ne vois pas pourquoi je ne paierai pas le stationnement de mon deux roues. Abdel. Moi, j'abonde dans le même sens qu'Aurélie, dans la mesure où la question, en fait, que les motos payent, en fait, il faut ne pas perdre de vue la question de la pollution au niveau de l'Île-de-France. C'est vrai que ça a été une promesse d'Hidalgo, hein, donc ça a été concerté. Mais moi je pense que la concertation devait avoir lieu aussi, c'était une question qu'il faut avoir au niveau d'Île-de-France, hein, parce que beaucoup même d'employés de la mairie de Paris, ils sont obligés aussi, ils ont la même problématique. Et moi je ne suis pas du tout contre le fait de l'instauration d'une taxe pour les motos, dans la mesure où l'occupation de l'espace public doit être quand même réglementée, parce que là de plus en plus on a des problèmes pour circuler dans Paris, hein, pour marcher. L'espace... Il est déjà réglementé. Oui, il est réglementé, mais il n'est pas respecté. Donc je pense qu'il y a... Vous faites allusion au stationnement des trottinettes, par exemple? Les trottinettes, il y a les Vélib, il y a des tas de... Il y a vraiment une problématique à ce niveau-là. Donc je pense que par rapport à la concertation, même si elle a eu lieu pendant la campagne électorale par Anne Hidalgo, parce que c'était une promesse de sa campagne, moi ça me choque pas. Je suis d'abord un démocrate, donc... mais la problématique, c'est que la pollution, c'est un problème de santé publique, mais qui ne concerne pas que les Parisiens, mais ça concerne aussi les Franciliens dans l'ensemble. Encore une fois, quand je disais qu'il fallait de la concertation, vous êtes les premiers concernés. C'est pas moi le député du Nord qui vient à Paris que pour aller à l'Assemblée nationale qui va vous dire il faut ça ou ça. J'entends votre point de vue. Moi j'ai deux questions qui me viennent, c'est taxer oui, mais taxer pourquoi? Quel est l'objectif, ou à quoi servira peut-être le financement quand vous parliez d'incivilité, de mauvaises applications de la réglementation? Vous pensez que ces budgets doivent être fléchés vers de la prévention routière, par exemple? Je me dis que ça aurait une vertu pédagogique avec un objectif qui soit clair, c'est-à-dire que le mieux vivre au sein de la ville de Paris. Si c'est juste mettre une taxe pour finalement engranger de l'argent, je trouve que ça ne va pas dans le bon sens au regard de l'actualité, au regard de nos concitoyens qui se sentent toujours taxés de façon supplémentaire. Si on y met une vertu pédagogique avec une prévention, avec peut-être, je peux tout imaginer. De la pollution. Et la problématique de la pollution, moi je suis le premier à dire qu'il faut qu'on s'empare véritablement du sujet, mais qu'il faut non pas exiger de nos concitoyens
ce que nous ne sommes pas capables de nous appliquer à nous-mêmes. Et on peut exiger de nos concitoyens qui ne prennent pas leur scooter ou leur deux roues si en contrepartie, il y a un réseau de transport public qui fonctionne bien, qui leur permet d'arriver à l'heure au travail, qui leur permet de ne pas être surchargés dans des rames qui sont bondées. À partir du moment où on atteint cet objectif, j'entends qu'on soit exigeant. Mais je pense qu'on se trompe un peu en étant exigeant avant d'être exigeant avec nous-mêmes et notamment... Oui, mais dans le débat aussi, on voit qu'il y a 70% des voitures bannies, 45 agglomérations. Alors ça veut dire qu'il y a des Français qui ont quand même ces voitures-là, ils ne pourront plus aller dans leur agglomération, ils ne pourront plus rouler, malheureusement. Ah oui, c'est ça le problème aussi. C'est ça le sujet, c'est-à-dire que moi je suis peut-être un peu plus concerné dans une circonscription qui est à la fois une ville-centre comme Douai et de la ruralité. Il est inimaginable d'exiger de la part de mes concitoyens qui ne prennent plus leur véhicule pour aller travailler ou ne serait-ce que se rendre à Douai pour prendre le train. Et donc dès lors qu'on a un tissu de transport public, que ce soit des bus, que ce soit des trams ou autres, qui leur permettent simplement de pouvoir, je dirais, aller faire leurs loisirs, aller au travail dans des conditions qui soient satisfaisantes. Et à partir de là, je pense qu'on peut avoir une exigence écologique à leur égard, mais je trouve que on a tendance à toujours laisser reposer cet effort écologique sur les mêmes. C'est ça la crainte que j'ai. Et c'est pour ça qu'on a un refus d'une partie de la population très catégorique qui nous disent vos questions écolo-bobo, ça suffit. C'est pas parce qu'ils sont stupides, c'est simplement qu'ils ont l'impression qu'on leur demande toujours à eux de changer leur mode de vie. Et donc je pense que si chacune et chacun se met autour d'une table et fait les efforts respectivement, je pense qu'on arrivera à quelque chose qui soit à la fois conforme à notre ambition écologique, mais aussi conforme à ce que veulent nos concitoyens. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut justement avoir une aide peut-être un peu plus importante pour les bas revenus, pour permettre justement cette incitation à rouler plus propre, à rouler vert, avec des véhicules hybrides ou alors des véhicules électriques? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus loin? Et moi, je vous poserai la question, est-ce que vous seriez susceptible de défendre ce projet à l'Assemblée nationale? Déjà, il faut peut-être rappeler le... Parce que je sais que vous êtes très sensible aux sujets environnementaux. J'ai eu l'occasion de lire certains articles vous concernant. J'appartiens peut-être à une génération aussi qui se dit on sera les premiers impactés par ce qui est en train de se passer. Donc voilà, j'y vois ma situation et puis des générations qui viennent. Il faut quand même rappeler les budgets qu'on a pu voter, et notamment sur les primes pour l'achat des véhicules hybrides ou les véhicules électriques, tout en soulignant... j'ai quand même une réserve parce que le véhicule électrique n'est pas l'alpha et l'oméga de notre transition écologique. Il faut quand même être conscient que ce n'est pas la solution parfaite. Ce qu'il faut, c'est des solutions qui soient plutôt sur du transport en commun, parce que c'est du transport de masse, donc forcément moins polluant in fine. Et donc je suis prêt, moi... Oui. À propos du transport de masse, alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez fait une marche de Douai jusqu'à Paris pour justement lutter contre ces gares qui ferment. Et donc du coup le transport en commun pour vous et pour beaucoup c'est une solution qu'il faille développer en tout cas. Mais que pensez-vous justement des lignes qui sont abandonnées parce que pas toujours rentables? C'est le vrai sujet, vous avez raison. Il y a maintenant 2 ans j'avais fait une marche de ma circonscription jusque Paris, 5 jours, je crois que c'était 230 km, pour dénoncer la suppression des TGV qui étaient prévus entre Douai et Paris. On a obtenu une seule suppression sur les 8 qui étaient initialement dédiés, parce que tout le territoire s'est mobilisé, parce que c'était la survie d'un territoire qui était en jeu. Donc moi je crois profondément au transport public, je crois aussi d'ailleurs aux petites lignes, et c'est la raison pour laquelle il y a des investissements massifs de la part de l'État, mais aussi, et ça il faut le souligner, de la région Hauts-de-France pour sauvegarder ces petites lignes. Mais il faut aussi que tout le panel autour de ces lignes ferroviaires soit satisfaisant. On imagine mal demander à quelqu'un de prendre son véhicule pour aller à la gare s'il n'est pas en capacité de garer son véhicule à proximité de la gare et en toute sécurité. De la même manière, on ne peut pas lui demander de prendre son vélo pour y aller s'il n'y a pas de garage à vélo sécurisé. Sauf que dans les gares, il y a plus de zones bleues, donc c'est compliqué. Comment? Vers les gares, il y a plus de zones bleues maintenant, c'est compliqué. Stationnement à disque. Donc stationnement à disque, donc si on part travailler, exactement. C'est pour ça que voilà, il y a bien sûr l'enjeu ferroviaire, mais il y a tout l'enjeu des panels de solutions qu'on a autour et comment on facilite le trajet de la maison jusqu'au travail et qu'on y pense entièrement et pas simplement sur une des parties. Très bien. Aurélie, tu veux prendre la parole? Abdel, n'hésitez pas. Non, là-dessus, non, c'est bon. Alors, on va parler des villes piétonnes aussi, parce que c'est vrai que c'était aussi le débat. Est-ce qu'on va vers dans les villes piétonnes? Malheureusement, comme on le voit, maintenant il y a l'écologique, il y a aussi les Paris sans voiture le dimanche, de temps en temps aussi. Mais est-ce que vraiment, est-ce que vous êtes pour les villes piétonnes?
Encore une fois, je pense que c'est aux citoyens de choisir la ville qu'ils veulent. Et de la même manière, on n'aura pas une décision nationale qui s'appliquera à tout le territoire. Enfin, je trouve que ça serait une erreur fondamentale. Tous les territoires sont différents. On a des villes comme Nancy qui avaient prévu aussi cette ambition, et d'ailleurs il a été élu avec cette proposition, mais il a bien senti qu'il y avait des tensions qui naissaient de cet élément, et donc il a réorganisé une concertation, et notamment en y intégrant le président de la CCI, qui est en charge voilà, du commerce, de l'industrie, etc. Et donc moi je crois profondément d'abord à une concertation locale, et éventuellement un référendum d'initiative locale. Enfin, c'est des solutions juridiques qui sont à la disposition des exécutifs locaux. Et à partir de là, si les citoyens considèrent qu'une partie de leur ville doit être piétonne parce qu'ils ont envie de pouvoir s'y balader, est-ce que c'est toute la semaine, est-ce que c'est que le week-end, est-ce que c'est le soir, ça c'est à eux d'en décider. C'est le rôle des conseils de quartier? Je pense que oui, bien sûr. C'est tous les corps intermédiaires aussi, tous ces représentants locaux qui sont en charge de faire remonter l'envie de nos concitoyens, et peut-être que l'envie des habitants de Douai ne sera pas celle de Nancy. Ouais, on va demander aux citoyens. Aurélie, tiens, est-ce que tu es pour les villes piétonnes? Oui. Oui. Complètement. Mais après c'est compliqué parce que c'est-à-dire que toutes les villes ne peuvent pas s'apprêter, je pense, à ce système-là. Donc il y a ça aussi à voir. C'est-à-dire que je pense pas que du jour au lendemain à Villiers-le-Bel, on passe en ville piétonne, que ce soit aussi simple qu'à Paris, qu'à Bordeaux, qu'à Nantes. Donc je pense déjà il y a ça à voir, et laisser au choix effectivement du coup aux citoyens, parce que même en tant que citoyen on n'a pas tous les mêmes envies. C'est-à-dire que moi j'ai envie de vivre à la campagne, ma voisine elle a envie de vivre dans Paris mais avec sa voiture, enfin voilà, je veux dire il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais c'est un cadre de vie qui est quand même plus agréable, de ne pas avoir de voiture, de ne pas se sentir obligé de tout le temps être sur la défensive, d'être stressé par les klaxons, la pollution. On en revient toujours au même point, hein, la pollution, hein, on le voit, hein, passer une journée à Paris, revenez, si vous êtes de la campagne, et revenez. Moi j'ai mal à la gorge, ça fait 10 ans que j'ai quitté Paris, je suis malade. Donc je pense que je suis pour, et c'est quelque chose que je recherche, mais c'est pas adapté à tous les écosystèmes. Abdel. Moi je suis sur la même idée sur la problématique de la pollution. Et des centres-villes piétons, moi, c'est quelque chose de très agréable, hein. Donc il faut allier un peu l'économique et aussi l'écologie, hein. Donc c'est pas antinomique, hein. Je pense qu'il y a des choses à faire, il faut être inventif, hein. Il y a des solutions sur le transport alternatif, il y a à accompagner certaines personnes, et il faut faire ça dans la concertation. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de punitif pour des petites gens qui n'ont pas la possibilité de faire autrement. Voilà, moi je suis d'accord absolument avec vous sur le développement des transports publics qui soient confortables, qu'on ne soit pas les uns sur les autres. C'est un problème récurrent. Je pense aussi que vu qu'on a vécu la pandémie, donc on a quand même essayé de nouvelles pratiques au niveau du travail, hein. Donc moi je pense qu'il y a à ce niveau-là aussi à avoir une réflexion et trouver des solutions pérennes, hein, en tout cas au niveau du télétravail. Je pense que on a fait quand même pas mal d'études et des enquêtes là-dessus. Il y a des employés qui souhaitent continuer ou venir rarement, en tout cas, au travail. C'est vrai que tous les postes de travail ne sont pas possibles en télétravail. Mais déjà, si on arrive à mettre en place une concertation avec les syndicats, avec toutes les personnes concernées, et faire en sorte de mettre en place une loi qui permette aux entreprises de finaliser des accords par branche, etc.
pour permettre, parce que c'est un équilibre qu'il faut avoir, hein, et je pense que la pandémie nous a enseigné sur beaucoup de choses, sur nos pratiques, nous a interrogés là-dessus. Et donc moi je pense que voilà, c'est une des solutions, mais je pense qu'il faut ne pas oublier toutes les parties concernées par cette question, d'autant plus qu'au niveau climat, on est tous sensibilisés à cette problématique mondiale maintenant. Monsieur le député, quand vous entendez les deux citoyens, vous répondez. Je n'étais pas, il y a si longtemps, différent d'eux. Je ne faisais pas de politique avant d'être élu en 2017, et donc les idées, elles viennent des citoyens. Quand on est élu, on doit s'imprégner et s'enrichir des expériences de vie de chacune et chacun, essayer de trouver la solution qui conviendra à un maximum de nos concitoyens. Donc quand on parle de télétravail, aujourd'hui les outils juridiques existent. Une entreprise ne peut pas dire qu'elle ne dispose pas des outils pour mettre en télétravail ses salariés. Certaines entreprises jouent le jeu, d'autres moins. Alors est-ce qu'il faut aller sur du plus coercitif ? Objectivement, je n'en sais rien. Je pense qu'il faudra tirer les enseignements quand on sortira de cette crise sanitaire pour voir si en effet c'est utile et nécessaire. Mais vous avez raison sur le fait que les villes doivent se réinventer aussi avec cette réalité. Je vois des pôles se créer de télétravail à proximité des gares, par exemple. On a le cas sur, encore une fois, je parle toujours de ma circonscription, mais à Douai, on a un pôle gare qui va se créer avec notamment des emplacements, des ordinateurs, des choses comme ça, du Wi-Fi, pour permettre aux gens d'être en télétravail, d'arriver directement à la gare de Douai, d'aller sur leur poste de travail. C'est pas forcément chez eux d'ailleurs, mais c'est un autre poste, et ça évite de prendre la voiture et ça simplifie leur vie. Donc il faut se réinventer, et je pense que c'est aussi territorialiser les solutions. Je ne crois pas à la solution qui viendrait de Paris. Je n'y ai jamais cru et je n'y croirai jamais. Et bien très bien, en tout cas on va passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet c'est Mila, la liberté d'expression a-t-elle réellement des limites? Et bon on écoute Mila aussi, c'est parti. Écrivez, je suis abandonnée par une nation fragile et lâche. La nation est fragile et lâche. J'ai employé ces termes et je ne mâche pas mes mots. J'étais pourtant persuadée que mon pays n'était pas comme ça. Monsieur le député, est-ce que la nation est fragile et lâche, comme dit Mila? Je n'emploierai peut-être pas les mêmes termes, parce qu'il y a une forme de subjectivité qu'on peut comprendre. Il faut peut-être rappeler les faits, c'est une jeune fille de 16 ans qui rêvait d'être chanteuse et qui du jour au lendemain devient une jeune fille à abattre. Je crois que c'est 50 000 menaces de mort qu'elle a pu recevoir, elle est sous protection. Entre guillemets, sa vie est détruite pour un long moment, voire à tout jamais. Donc forcément, quand elle exprime son ressenti, c'est le cri du cœur. Et moi, en tant que parlementaire, je ne peux pas partager ce cri du cœur, je peux l'entendre et constater qu'en effet il y a eu des défaillances et que collectivement on n'est sans doute pas à la hauteur, mais je ne peux pas dire que notre nation est lâche. Notre nation, elle est composée de 67 millions de Français, elle n'est pas composée simplement de responsables politiques qui éventuellement ne se seraient pas exprimés sur le sujet. Alors, si vous permettez, Pierre Desproges disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Est-ce que vous pensez qu'on peut tout dire aujourd'hui sans aucun filtre? Et ma question c'est, est-ce que l'on n'est pas en train de confondre la liberté d'expression et la liberté d'injure? Je pense qu'on a tendance à penser que la liberté d'expression est totale. Peut-être rappeler que comme toute liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Et depuis 1972, on a une législation pénale qui vient sanctionner les injures, les incitations à la haine et autres. Préciser que le critère principal, c'est de cibler une personne ou une communauté pour s'inscrire dans cette qualification pénale. Les propos qu'a pu tenir Mila étaient ciblés sur une religion. Aujourd'hui, on a le droit de blasphémer en France. Voilà. D'ailleurs, les sondages montrent que les Français sont partagés sur cette idée, mais cela étant, dans le code pénal à l'heure actuelle, il est pénalement possible de blasphémer, donc de critiquer une religion, parfois même de se montrer insultant. Donc juridiquement, je dirais qu'on a le droit. C'est un aspect légal. Voilà. Bon, ensuite, il y a juriste d'ailleurs. Voilà, moi je suis assez... Il y a Aurélie qui voulait prendre la parole. Bien sûr, bien sûr. Vas-y Aurélie, je t'ai entendu. Mais moralement, après... Et après, moralement... Alors, parce qu'on est dans une période où c'est des choses qui reviennent, ça commence à devenir pesant. Je me suis même posé la question, est-ce que je vais sortir de chez moi et rentrer chez moi tranquillement? Donc c'est tous les jours un fait divers sur la religion, sur les origines, etc. Et donc
je pense qu'il y a un aspect très, très hypocrite de la liberté d'expression. Et je pèse mes mots. C'est le Développer. Développer. C'est le terme c'est la seule chose que j'ai écrit sur ce sujet, c'est l'hypocrisie de la liberté d'expression. C'est-à-dire que, effectivement, on peut rire de plein de choses et pas avec n'importe qui, et même avec sa propre famille, puisque tout est subjectif. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vais pas pouvoir dire certaines choses, même si je les pense. Et à partir du moment où on me demande, on me formate déjà depuis toute petite à mettre des formes, à mettre des codes, à ne pas dire certaines choses parce que je suis une femme, par exemple, rien que ça, parce que je dois me tenir d'une certaine manière. À partir de ce moment-là, effectivement, la liberté d'expression, parce que ça peut être juste propre à moi-même, la manière dont je vais m'habiller, la manière dont je vais me coiffer, dont j'ai décidé d'évoluer, à partir du moment où on met des codes, on me dit ça, tu as le droit de le faire, et ça, tu n'as pas le droit de le faire. Je suis déjà bridée en fin de compte dans cette liberté. Et là où je rejoins cette petite Mila, c'est que on ne peut plus rien dire, et moi première, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je pense, et on me dit que je n'ai pas le droit de le penser. Alors que je ne vois pas à mal, je ne suis pas en train de juger telle ou telle personne, je suis juste en train de dire que une pensée qui est la propre à moi, sans pour autant, parce que je pense qu'on confond entre le jugement et le fin. À partir du moment où on pense quelque chose qui peut être négatif et mal perçu, c'est qu'on juge et qu'on est forcément dans une case. Vous imposez des limites, Aurélie? Vous avez ce sentiment-là? Mais bien sûr, c'est-à-dire que quand je dis en société que alors, je vais prendre un exemple tout bête. Je suis avec un homme blanc, on a 2 enfants ensemble, et c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne se permettra jamais de dire en public, parce que ça va être mal pris. Quand il me dit ma petite noire, et ben je sais que pour certaines personnes, ça peut aller très loin. On est stéréotypé constamment. Je suis née en France, j'ai grandi en France, on arrive à me dire, oui mais tu manges que du riz. Non, je mange des tartiflettes, je vais au ski. C'est-à-dire que même quand je skie même mieux que mon mari, hein, alors qu'on pourrait croire que c'est lui, il était pour la première fois au ski l'année dernière, c'est moi qui lui ai appris à skier. C'est-à-dire qu'on met des étiquettes constamment et on est toujours obligé, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de justifier. Dès qu'il y a une différence, quelle qu'elle soit, on est obligé de justifier. On répond pas au code. J'ai des parents qui n'ont jamais voulu être propriétaires. Non pas par faute de moyens, mais parce que c'est un choix, c'est un mode de vie que mon père il a dit, je ne veux pas être propriétaire. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et il a ses arguments. Et ben non. Vu qu'il est noir, c'est tout bête, hein, mais vu qu'il est noir, il n'est pas propriétaire par faute de moyens. Alors non, pas du tout. Il n'est pas propriétaire parce que c'est un choix. Alors que si une autre personne, Georges II, il dit j'ai pas envie d'être propriétaire parce que... ah bah lui c'est bon. Lui c'est parce que c'est un choix. Alors je minimise, hein, je donne des exemples. La société s'ethnicise aujourd'hui. Mais aujourd'hui c'est on met les gens dans des cases. Alors pour autant on évolue. On est censé évoluer. On est censé... Enfin, on est en 2021. On est censé avoir passé des caps, on est censé avoir vu plein de choses et appris plein de choses. Et attention, des fois j'en veux plus à la personne qui se dit non raciste qu'au raciste lui-même. C'est-à-dire que le raciste, je peux entendre qu'il n'a pas la connaissance. Je peux entendre qu'il ne sait pas. Mais une fois qu'il a la connaissance, normalement, il est censé se dire effectivement je suis sur le mauvais chemin. Alors que, comment dirais-je, c'est aujourd'hui, enfin, je me perds un peu, mais le problème qui se passe, c'est que on n'arrive pas à passer ce cap, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on régresse. On arrive à un niveau où justement ça se passe plus ou moins bien malgré tout, un peu comme l'économie, un peu comme l'évolution si vous voulez, un peu comme le virus qu'on a en ce moment, c'est-à-dire qu'on arrive à un stade de l'évolution et un stade de croissance au niveau mondial, où justement on se dit mais là, qu'est-ce qu'on va aller chercher plus loin, puisqu'on ne peut devenir que plus riche. On arrive à avoir des classes sociales où justement les gens arrivent à s'en sortir, à avoir accès à des choses qu'avant c'était impensable. On a ce virus qui arrive
Et là, forcément, on a une rechute. Mais c'est très bien de comparer le racisme au virus. Mais moi, j'avais une question, Dimitri Aubron. Et après, on laissera parler à Abdel aussi. Qui avez été élu député. Alors, vous avez succédé à Marc Delay, qui est de gauche, socialiste. Sur une terre, vous avez été au deuxième tour face au Front National, avec une idéologie qui n'est pas la vôtre, évidemment, et que vous avez combattue. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'exacerbe pas justement les différences dans cette société où justement, comme le dit Aurélie, aujourd'hui, plutôt que de voir une citoyenne, on voit une femme noire. Est-ce que ces choses-là, vous les sentez, vous, sur votre territoire? Je les sens. Je pense qu'il y a un effet réseaux sociaux qui est indéniable. C'est-à-dire que à l'époque, on ne se permettait pas certaines expressions parce qu'on avait la personne en face de nous et que l'anonymat des réseaux sociaux a décuplé ce phénomène et donc décomplexé même maintenant en physique, ce qui à l'époque était tabou. Et on est dans une forme de manichéisme de la société, c'est-à-dire qu'on est mis là ou on n'est pas mis là, on est Charlie ou on n'est pas Charlie. Et on a oublié toutes les nuances de gris. Et je crois qu'on a oublié une chose fondamentale. Ça se polarise en fait. C'est ça, on polarise le débat entre les pour et les contre et on est le bien ou le mal. Et je pense que la vie nous démontre tous les jours, mais est bien plus compliqué que ça. Et on a oublié que le modèle français, ce n'est pas d'être d'accord sur tout, c'est de vivre ensemble malgré nos désaccords. Et donc de savoir écouter l'autre respectueusement. Et quand vous parliez d'éducation, j'ai eu la même éducation que vous à mon avis, c'est-à-dire que je suis en désaccord très souvent en étant en politique avec certaines personnes et pour autant jamais je ne leur manquerai de respect ou je caricaturerai leur position parce que je trouve que ça ne grandit pas la société. Et puis quand on reprend la devise républicaine liberté, égalité, fraternité, la liberté c'est un droit, mais je pense qu'on a oublié que la fraternité est un devoir. Et que pour vivre ensemble dans une société, il faut qu'on fasse preuve de fraternité. La fraternité est arrivée un petit peu plus tard. Oui, tout à fait. Mais parce que je pense qu'à une époque, peut-être, on a senti que la dérive et la liberté étaient insuffisantes en tant que telles, et que pour vivre ensemble, il fallait se respecter. Et la fraternité, à mon avis, est le lien qu'on a oublié depuis quelque temps. Abdel, là-dessus. Je suis absolument d'accord sur le droit d'expression, c'est fondamental. Mais ce droit n'est pas absolu. Donc ça aussi, ça ne permet pas l'injure ou la caricature facile. Donc moi je suis plus pour le débat, on peut être d'accord ou pas d'accord, on argumente, etc., mais avec respect. Je pense que, comme vous avez dit, l'anonymat permet toutes les dérives. Toutes les dérives, les gens n'assument pas complètement, mais c'est par facilité, je pense. Et je pense que c'est, comme vous dites, la liberté s'arrête où la liberté des autres commence. Moi, je pense à un exemple dans les médias avec un certain chroniqueur qui déverse la haine. Ça vous parlez. Oui. Éric Zemmour. Oui. Donc je pense que ça aussi c'est une dérive actuelle. Donc ça participe. On dirait qu'il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de respect des uns et des autres. Et donc cette haine, elle s'exprime aussi dans les élections. Voilà. Vous avez raison de souligner le paradoxe français qui est aujourd'hui l'alarme de la montée du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, et en même temps de monter au créneau quand on vient à condamner des propos tenus tels que par des personnages comme Zemmour, et d'ailleurs condamné pénalement, parce que là il rentre sous le coup de la loi. Et donc il y a un paradoxe français qui veut qu'on mette sur le même plan une forme de schizophrénie, qui est le constat à la fois d'une augmentation de l'intolérance et des discriminations, et en même temps, absolument, cette personne elle doit pouvoir s'exprimer et continuer de déverser ces choses. Et je voudrais juste... j'ai fait quelques recherches avant ce débat forcément, et j'ai retrouvé le travail d'un historien, Semelin, qui dans son ouvrage Purifier et détruire avait fait un constat assez accablant, qui est que les génocides contre les Juifs, contre les Tutsis au Rwanda, et finalement n'étaient pas sortis de nulle part. Ils avaient été préparés par une acclimatation de la population à une menace imminente qui viendrait remettre en cause leur mode de vie. Et j'ai la sensation, sans vouloir user de facilité
mais qu'on est dans une mouvance sensiblement identique. C'est-à-dire que un petit peu à la fois, tout doucement, depuis quelques années, on voit des paroles. Et on fait toujours la distinction, oui, mais des paroles ne sont pas des actes violents. Sauf que ça nourrit. Ça nourrit parce que quelqu'un qui use et abuse de propos qui sont violents et qui incitent plus ou moins à la haine, eh bien nourrissent ceux qui jusqu'alors se posaient la question de passer à l'acte. Il y a une forme de justification par la tenue de ces propos sur certaines chaînes de télévision d'ailleurs, qui n'ont plus du tout de retenue. Eh bien on donne du grain à moudre à ceux qui hésitaient à passer à l'acte et qui aujourd'hui passent à l'acte. Et donc je pense qu'on est sur un chemin très très dangereux et que si on n'arrive pas à cibler, et à mon avis le sujet des réseaux sociaux est le sujet central, si on n'arrive pas à traiter ce sujet-là, on va vers quelque chose qui est très très dangereux et qui peut nous amener à des pages de l'histoire qu'on voudrait oublier. Alors, autrefois vous étiez à l'UMP, que vous aviez quitté parce que ce parti s'ultra-droitisait. Aujourd'hui on voit bien que le Rassemblement national est en quête de fréquentabilité et cette porosité on la voit aujourd'hui de certains leaders de droite, voire de droite extrême, qui justement laissent entendre qu'ils pourraient travailler avec Marine Le Pen. Est-ce que justement vous parliez de l'époque hitlérienne à l'ascension d'Hitler à la présidence? Est-ce que justement on n'est pas dans cette préparation de choses qui sont gravissimes et que l'on fait passer pour des évidences? Ce qui est clair, c'est que si on prend l'exemple de l'histoire, les Allemands ne se sont pas réveillés du jour au lendemain avec la haine contre les Juifs. De la même manière, au Rwanda n'est pas née la haine contre les Tutsis du jour au lendemain. On acclimate la population pour ensuite porter politiquement des projets qui sont mais on absolument... acclimate les citoyens français aujourd'hui. J'ai la sensation qu'on est dans une forme d'acclimatation. Et moi ça m'inquiète beaucoup parce que dès qu'on essaie d'avoir un discours nuancé et de dire que, encore une fois, on est sur des zones grises et pas le bien contre le mal, eh bien on est inaudible, notamment médiatiquement, et je vous remercie particulièrement de m'avoir invité parce que en général je suis pas les plus souvent invité parce que j'ai un discours nuancé et ça ne plaît pas pour l'audimat, et on est à une course de l'audimat qui fait que les discours les plus extrêmes à gauche comme à droite nourrissent cette acclimatation à des discours de rejet de l'autre et à cette, voilà, ce choix manichéen que nos concitoyens doivent faire. C'est aujourd'hui vous êtes pour ou contre le Rassemblement national, mais il n'y a pas de nuance, c'est-à-dire que il n'y a plus cette... Tout est sur les mêmes biais d'égalité. Et on a une forme de responsabilité, enfin, je le dis, parce que quand on a explosé en 2017 l'échiquier politique, on a voulu rassembler la gauche et la droite, qui, à mon sens, est encore quelque chose qui part d'un bon sentiment, et c'était exceptionnel ce qui s'est passé, mais mine de rien, en faisant ça, on n'arrive plus à positionner les Français sur autre chose que pour ou contre le RN. Et ça, c'est hyper dangereux. Aurélie. Vas-y Abdel, après Aurélie, je voulais juste dire par rapport aux réseaux sociaux, il y a un autre phénomène aussi, c'est le complotisme. Donc les fake news, etc. Donc il faut pas... ça participe de la même manière par rapport à la préparation des esprits pour une future, entre guillemets, guerre civile, etc., votre voisin, etc. Donc je pense que là-dessus, je pense que le gouvernement prépare une loi par rapport à la problématique des fake news. Donc c'est toute la difficulté qu'on a, c'est qu'on essaie de trouver des outils juridiques qui nous permettraient de lutter contre, mais on est cadré, et heureusement, par les normes internationales, la Cour européenne des droits de l'homme, par la Constitution, et donc ça limite quand même considérablement notre marge d'action. Et juste peut-être un point, il y a un ouvrage de Bronner sur Apocalypse cognitive, qui est très parlant, et d'ailleurs je le conseille pour ceux qui nous regardent, parce qu'il fait le constat d'une surenchère et finalement d'une information sur un marché cognitif qui va vers le plus extrême, que ce soit la violence, le sexe, tout ce qui va attirer l'attention. Et donc on ne prend plus le temps d'analyser les situations, on est sur l'immédiateté des choses, et c'est ce qui facilite les montées extrêmes à mon avis. Aurélie. Alors deux choses du coup, je vous reprends, on perd les Français au niveau politique. Aujourd'hui, je vois mon frère de 20 ans. Moi déjà c'était compliqué sur ma génération, j'ai 31 ans. Donc déjà est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour réintégrer déjà, même je vois sur mon fils de 4 ans, au plus jeune âge déjà, s'il n'y a peut-être pas quelque chose à faire au niveau de l'éducation nationale, parce que bon,
on voit plein de choses. On avait, comment ça s'appelle, l'école civisme, enfin, l'éducation civique. Quelque chose qui s'est perdu. Je trouve ça bien dommage. Donc on perd les Français, mais est-ce qu'il y a aussi pas une part de responsabilité du gouvernement qui met peut-être volontairement ou involontairement, ça je sais pas, mais une sorte de flou justement autour de tout ça, et qui fait qu'on a des votes qui sont pas forcément très sensés, parce que je connais pas beaucoup de personnes qui vont lire tous les programmes de chaque personne qui se présente avant de voter. On va plutôt voter une image. Et puis, donc c'était sur on perd les Français, et j'ai l'impression que tout est devenu un divertissement. Ouais. Donc tout ça, donc on ne se documente plus sur la vie de notre pays, et en plus c'est un jeu. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu, c'est à celui qui fera On parlait d'Éric Zemmour, pour moi c'est un très mauvais exemple. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris le business, quoi, le business de la politique. C'est-à-dire que plus je vais faire du tort, plus je vais faire parler de moi, et même si je vais avoir des conséquences, bon c'est pas très grave. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment que dans du divertissement, que ce soit sur les actions du gouvernement, sur le fait qu'on puisse voter ou pas pour Marine Le Pen, ou qu'on puisse travailler avec Marine Le Pen. Enfin, moi j'aimerais qu'on me démontre pourquoi ce serait mal de travailler avec Marine Le Pen. Aujourd'hui, je veux dire, quand on lit son programme, parce que moi j'ai lu son programme, alors je suis pas d'accord avec tout, effectivement il y a peut-être une notion d'identité, d'histoire, etc. donc qui peuvent bloquer d'aller vers elle, mais aujourd'hui quand on lit son programme, il y a des bonnes choses. Monsieur le député. Il y a beaucoup de choses. Et ça rejoint presque le sujet suivant sur l'abstention. On va le faire dans quelques secondes aussi. Mais oui, sur le sujet de Marine Le Pen, moi j'étais assez frappé quand je faisais campagne en 2017, et je faisais du porte-à-porte. Et je rencontrais de ce fait des personnes qui me disaient non, mon choix est fait, ça sera pour Marine Le Pen. Et je leur posais la question, mais dites-moi l'élément dans son programme qui vous donne envie de voter pour elle. Je pourrais l'entendre. Je vous assure que vraiment 100% des gens que j'ai rencontrés étaient incapables de me donner une seule mesure de Marine Le Pen. Donc vous êtes le contre-exemple parfait de quelqu'un qui s'intéresse, etc. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les positionnements, et vous avez raison de le dire, des Français se fait plus sur l'image ou sur le ressenti plutôt que sur du contenu de fond. Est-ce que c'est la faute de ce gouvernement? Je ne pense pas, parce que quand on voit l'évolution du taux d'abstention, il est en augmentation depuis 20 ans. Vous pensez qu'ils se trompent de colère? Je pense que leur colère elle est légitime, mais que la solution qu'ils pensent trouver n'est surtout pas la bonne. Ce qui a amené, encore une fois je fais des références à l'histoire, mais ce qui a amené l'extrême droite en Allemagne au pouvoir, c'est la colère, les Allemands, qui avaient été humiliés par la Première Guerre mondiale par les Français et les Alliés, une crise économique, le chômage de masse, etc. Et puis un ennemi tout désigné, c'était assez rêvé. Le juif. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que l'ennemi n'est pas un peu différent et serait la solution à tous nos maux? En fait, moi, quand je regarde le programme de Marine Le Pen, sur les sujets qui me concernent un petit peu, parce que je suis en commission des lois et je travaille sur les sujets justice, par exemple, les propositions qu'elle fait sont soit contraires à la Constitution et à toutes nos conventions internationales, soit c'est des augmentations de budget. Alors pourquoi pas, mais du coup, il faut qu'elle me dise où elle prend l'argent autre part. Et surtout, elle a des objectifs qu'on a déjà remplis. Quand elle dit qu'il faut 9 000 magistrats, on est à plus de 9 000 aujourd'hui avec les recrutements qu'on a pu faire. Donc on est déjà au plus haut taux depuis 30 ans de magistrats en France. Donc moi ça ne me dérange pas, le débat d'idées me passionne. Mais quand on va sur des programmes et que le citoyen voit juste le programme sans savoir l'état actuel, c'est là où c'est dangereux. Et c'est pour ça que les cours d'éducation civique, moi déjà à mon époque, c'était quand même en train de devenir un peu... C'est quand on a le temps. Et c'était pas forcément approfondi. Donc moi en tant que parlementaire, alors au-delà des lois, j'essaye d'aller rencontrer des classes dès le plus jeune âge et je vois des enfants passionnés, ils ont 8 ans, ils rencontrent le député et à la fin de notre échange de questions-réponses, je leur demande s'ils veulent se présenter à des élections. Au début, quasiment pas de bras levés, à la fin de notre échange, ils ont compris et il y en avait au moins 5-6 qui voulaient se présenter à des élections et devenir députés. Alors je leur ai dit, voilà, je ne serai pas là très longtemps donc je compte sur vous pour prendre la suite, mais c'est pour ça qu'en fait la passion politique, elle se crée par les rencontres. Alors, et quand on est élu, même si on est un élu national, il faut qu'on aille à la rencontre des jeunes. David Corcero, qui était assis à votre place ici même, défendait l'idée du droit de vote à 16 ans. Est-ce que vous y êtes plutôt favorable? Je pense objectivement que c'est une fausse bonne idée.
parce que je ne suis pas convaincu que ouvrir le vote à 16 ans fera remonter la participation de façon considérable, parce qu'on voit que déjà à 18 ans c'est compliqué de les mobiliser. Mais et on en parlera juste après, parce qu'on est sur ce Oui, débat-là, bah, bien sûr, mais là on est sur le débat de la liberté d'expression, donc on va faire un tour de table peut-être pour la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression a réellement des limites, Abdel? Moi, je pense que la liberté d'expression est fondamentale, mais elle n'est pas absolue, parce qu'il faut respecter les autres. Hein. Donc tout le monde a ce droit-là fondamental. Donc de la personne qui va inciter ou qui va stigmatiser une personne, moi je pense que la loi, rien que la loi. Donc déjà, il faut la mettre en œuvre, il faut peut-être mieux l'expliquer. Et si on se respecte les uns les autres, je pense qu'on aura compris qu'il n'y a pas lieu de s'invectiver gratuitement, je dirais. Aurélie, est-ce qu'elle a des limites, cette liberté d'expression pour toi? Alors je commencerai déjà, qu'est-ce que la liberté d'expression? Qu'est-ce qu'on entend par liberté d'expression? Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Voilà, donc si c'est juste est-ce qu'on a le droit de tout dire, je dirais que non, on n'a pas le droit de tout dire, aujourd'hui dans la société actuelle. D'accord. Adèle, sur toi. Adèle. Non, mais je pense que nos citoyens et notre député ont tout dit sur cette liberté-là. Et vous l'avez très bien dit, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et à partir du moment où tout citoyen vivant dans une société a cette volonté justement de pouvoir s'exprimer librement sans avoir à affecter les autres, je pense que c'est une condition et une règle qu'il faille s'imposer aujourd'hui. Eh bien très bien, on va parler de l'abstention maintenant, bien sûr, parce que qui est le grand gagnant de l'abstention? Tiens, monsieur le député, qui est le grand gagnant? C'est le premier parti de France. Hein. C'est le premier parti de France. Déjà, oui. Il faut le dire. Il y a plusieurs. D'abord, les raisons, avant de dire qui sera gagnant, parce que c'est difficile quand même à prévoir. Les raisons de l'abstention, c'est des candidats ou des projets qui ne correspondent pas à ce que veulent nos concitoyens. C'est une forme d'exaspération et de perte de confiance dans les élus, dans leur capacité à agir sur leur quotidien. Et qui en profitent aujourd'hui? J'aurais tendance à dire les sortants, parce qu'ils ont eu cette capacité de tisser des liens particuliers avec les citoyens, et vous le disiez, c'est-à-dire que c'est plus la personne et l'affection peut-être de certains citoyens vis-à-vis de la personne qui acquiert leur voix plus que leur proposition ou leur positionnement politique. Et puis ceux qui sont en colère, ceux qui veulent renverser la table, et donc ça favorise à l'heure actuelle plutôt les partis extrêmes et notamment l'extrême droite. Aurélie. Oui. L'abstention. Pour toi, qui est le grand gagnant? L'abstention, À qui profite le crime? Je pense que l'abstention pour moi est un sujet compliqué. Puisque alors ça profite forcément à quelqu'un, pas aux citoyens. Voilà. Faut qu'on arrive à comprendre que l'abstention permet en fait à certaines choses de se passer. C'est-à-dire, si je vais pas à l'école, forcément, celui qui aura la meilleure note, bah, ce sera pas moi. Donc, le problème, c'est qu'il y a différents types d'abstention. Il y a effectivement la personne qui est en colère, mais ça peut aussi être les personnes qui ne comprennent pas l'importance, parce qu'il y a eu plein d'actions, que ce soit à petite échelle et à grande échelle, plein d'actions. Il faut de la pédagogie pour ça. Voilà, je pense qu'on en retourne au sujet justement que je disais, à réinvestir, et quand je dis la pédagogie, c'est pas que les enfants, oui. C'est moi, c'est mes parents, c'est tout le monde, c'est qu'on arrive à trouver le moyen de réengager, quel que soit le vote et quels que soient les partis, parce qu'on mélange des fois un peu tout, et là vraiment c'est de dire, je dois donner le maximum d'informations aux citoyens pour qu'ils puissent comprendre la politique. La politique, et c'est super compliqué. Pour moi, franchement, c'est un casse-tête. Moi, je dois me poser, vraiment comprendre. C'est comme il y avait le débat avec Cyril Hanouna pour qui anime le débat. Oui. Le débat. C'était Marlène Schiappa qui voulait ça d'ailleurs. Alors, ça a fait toute une polémique, mais l'intérêt d'avoir quelqu'un comme ça, c'est que le débat, il est accessible. Moi, je me mets devant un débat politique, les 10 premières minutes, ça va. Vous pensez que le débat est élitiste, justement? Il n'est pas ouvert. Élitiste, je sais pas, mais on se rend pas compte qu'on n'a pas tous le même niveau de langage. On perd du monde? On perd du monde. Ouais. J'étais à l'école, j'ai fait des études, hein, et ben franchement, il y a des moments où
voilà, les phrases à rallonge, les machins, on sent bien qu'on tourne autour du pot, mais on n'est pas sûr, on croit avoir compris quelque chose, mais en fait non, quand on suit le débat, ah non, c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire, quand on revient dessus, alors pas du tout. Donc je pense que vraiment, le débat de l'abstention, il est tellement large, et il vient de tellement de facteurs différents, que dire comme ça à qui profite l'abstention, ça voudrait dire qu'il y a une volonté de s'abstenir, alors que je ne pense pas. Abdel. Moi je pense par rapport à le taux d'abstention depuis une vingtaine d'années, c'est toujours, même dans les sondages, on a 60% pour les prochaines régionales et départementales. Mais je pense que l'abstention en elle-même est une forme aussi d'expression. Voilà. Donc non, parce que c'est dû aussi à l'offre politique, je pense, qui ne correspond pas aux citoyens, qui ne les incite pas. Confusion entre les scrutins, il n'y a pas une visibilité. Maintenant, si vous voulez, c'est l'expression démocratique ou les démarches citoyennes, etc. Donc, elles ne se font en dehors de la classe politique et des syndicats. Même les syndicats sont débordés. Donc, quand les jeunes ont fait un mouvement par rapport au climat, les gilets jaunes aussi, c'est une expression, mais ça, il faut l'entendre aussi, parce que les citoyens se mobilisent sur un sujet qui leur parle et qui va toucher leur quotidien. Il y a une autre problématique aussi, c'est que la classe politique devrait quand même se poser la question sur le cumul des mandats, des différents mandats et des mandats dans le temps aussi. Moi je rencontre des jeunes qui me disent oui, de toute façon c'est fait, on sait que c'est telle personne. Vous avez raison, c'est les sortants, il y a la prime aux sortants. Moi je pense que même si la loi 2014 avait en tout cas limité le cumul des mandats, mais je pense que il faudrait quand même s'inspirer, aller plus loin, sans parler de faire par exemple comme la Suisse ou la Belgique en disant le droit de vote doit être sanctionné si les citoyens ne... En tout cas, c'est pas notre esprit, si vous voulez, français. Non, ça ne correspond pas. Mais je pense que il faut s'interroger par rapport à cette question-là. Oui, Dimitri Houbron, justement, sur la question de l'abstentionnisme, et vous le savez, à la dernière présidentielle, il y a eu un rejet d'une certaine classe politique, et on le voit bien, un Nicolas Sarkozy qui a été président, qui a été battu à la primaire de la droite et du centre, Alain Juppé, ancien Premier ministre, battu lui aussi. De l'autre côté, sur la primaire de la gauche, on a Manuel Valls qui était Premier ministre, François Hollande qui ne se représente pas, et on se retrouve avec un candidat qui accède au deuxième tour, qui a rassemblé des espoirs de ce renouvellement. Aujourd'hui, on se rend compte que l'abstention est restée la même ou a peut-être légèrement augmenté. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même un échec justement de ce souhait de rejet d'une certaine classe politique qui ne correspondait pas aux aspirations des citoyens et des électeurs? Est-ce que justement il y a des choses à faire pour justement aller dans le sens des citoyens? Je pense que ça fait partie du plus gros échec de notre mandat, et collectivement. Alors, bien sûr de la majorité, mais pas seulement. On a fait ce constat avec quelques collègues de cette perte d'attrait de nos concitoyens, alors pas pour la politique, mais pour le fonctionnement institutionnel. C'est encore différent, c'est-à-dire que s'intéresser, débattre, ça intéresse les Français, sur ce qui va se faire dans la ville comme projet, ça les intéresse. Par contre, le fait de s'inscrire dans des élections, d'aller voter, etc., c'est quelque chose qui une forme de dichotomie entre les deux. On s'est rendu compte de ça, et c'est pour ça qu'on a lancé un think tank qui s'appelle Défi démocratique, qui vise à cibler 4 grandes thématiques pour essayer de répondre à cet enjeu-là et pour ramener les gens aux urnes. D'abord, s'intéresser aux institutions. Moi,
je suis un peu une voix dans le désert à l'heure actuelle, mais je me pose vraiment la question de la pérennité de la Ve République. Le soir du deuxième tour des présidentielles, tous les espoirs de 67 millions de Français sont dans une seule et même personne. Une personne qui reste une personne humaine et donc décevra. Décevra parce qu'elle n'a pas tous les pouvoirs, contrairement à ce qu'on peut croire, et décevra parce qu'elle est toute seule. Et donc on cristallise toutes les tensions et tous les espoirs de nos concitoyens dans une seule et même personne. Et donc forcément, il est voué à échouer. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie question sur est-ce que le pouvoir présidentiel, tel qu'on le voit aujourd'hui, doit perdurer pour réconcilier nos concitoyens avec la politique. Donc ça c'est le premier sujet, les institutions, il faut qu'on arrive à trouver un modèle qui corresponde plus aux aspirations de nos concitoyens, et d'ailleurs ne pas simplement demander à nos concitoyens d'aller voter pour les élections, mais aussi peut-être une fois par an avoir un référendum sur un grand sujet de société qui permettra d'animer des débats pendant plusieurs mois sur les plateaux de télé dans les territoires et de se prononcer. J'ai un sujet, l'euthanasie par exemple, qui passionne nos concitoyens. Est-ce qu'on ne peut pas interroger nos concitoyens sur ce sujet fondamental une fois par an? Pourquoi pas? Alors je pose des idées comme ça, je ne dis pas que c'est la solution immédiate. Ensuite il y a le sujet de l'action publique, parce que les citoyens ont la conviction que quel que soit le candidat élu, rien ne changera. Il y a une forme de vérité là-dedans, parce que quand on fait de la politique, on sait combien il est difficile entre l'aspiration et le vote d'une loi. La mettre en application, c'est autre chose, parce qu'il y a les décrets d'application, parce qu'il y a les administrations, qui parfois ne sont pas d'accord avec le politique, et puis s'arrangeront pour freiner le texte, pour pas qu'il y ait de... La parole navette au Sénat, elle revient à l'Assemblée. Exactement, déjà la lourdeur de la procédure, ce qui fait que finalement, malgré toutes nos bonnes intentions quand on fait de la politique, on est freiné si on n'arrive pas à prendre avec nous l'ensemble du spectre de l'État et notamment des administrations. Donc comment on arrive à redonner du sens à l'action publique et réconcilier les Français avec leur capacité des élus à vraiment changer leur quotidien. Et puis après il y a la question de État-territoire. Est-ce que, encore une fois, c'est à Paris qu'on doit prendre toutes les décisions? Est-ce qu'il ne faut pas repenser les compétences de la région, du département, des communes, etc. Et enfin, le sujet du contrat social. Consentir à l'impôt, oui, pourquoi? Consentir à la violence légitime des forces de l'ordre, oui, pourquoi? Repenser notre modèle de société à l'heure où on a la sensation qu'on a une perte de repères et d'encadrement, alors soit des jeunes ou des moins jeunes, mais on a la sensation qu'on est un peu dans le flou. La liberté d'expression, c'est quoi? Jusqu'où on peut aller? Il faut qu'on arrive à recadrer l'ensemble de ces sujets, et c'est le défi qu'on s'est lancé. Je ne sais pas si on y arrivera, mais notre aspiration, c'est que pour la fin d'année, on fasse un certain nombre de propositions qui visent à répondre à ce grand défi démocratique. Donc du coup, votre souhait, c'est plutôt que de mettre le citoyen au cœur du débat, c'est de le mettre à la tête du débat, et que lui puisse être décideur. Mais sur la réforme des institutions aujourd'hui, est-ce que ce principe de système bicaméral avec justement l'Assemblée nationale d'un côté et le Sénat de l'autre, est-ce que c'est pas un petit peu dépassé? Je vais y venir au Sénat. On était autrefois sur un mandat de 9 ans qui a été raccourci à 6 ans. C'était Jospin qui était Premier ministre à l'époque qui avait réformé et qui avait dit aux sénateurs ou vous réformez ou je vous fais disparaître. Est-ce qu'on n'a pas tout intérêt justement à passer à une seule assemblée, qui serait l'Assemblée nationale, avec des élus comme vous, qui ont été élus par le peuple? Parce que je rappelle que les sénateurs sont élus par les grands électeurs que vous êtes. Et d'ailleurs, petite parenthèse, sur le droit de vote, pour les sénatoriales, il y a une obligation de vote. Et si on ne vote pas, on est sous le coup d'une amende. Dernière question, la Belgique, c'est une obligation de vote. Est-ce qu'on ne devrait pas passer à ce système-là? Alors il y a beaucoup de questions. Je vous laisse faire le tri. Vous répondez ce que vous voulez. Non, je vais essayer de répondre à tout, mais de ne pas en oublier. Le droit de vote obligatoire, moi j'y suis farouchement opposé. Pourquoi? Parce que ceux qui s'abstiennent en général sont les classes les plus défavorisées. Alors défavorisées socialement ou financièrement, qu'importe. Mais c'est des gens qui n'ont pas les mêmes accès à la connaissance que on peut avoir. On pourra avoir l'effet inverse, vous pensez? Je ne suis pas convaincu. Et je pense qu'on va pénaliser des gens qui déjà ne se passionnent pas pour la politique, et je ne pense pas que ce soit le signal envoyé. C'est notre responsabilité en tant que politique de justement faire le pas vers eux. Sur le sujet de l'existence du Sénat, j'admets parfois envier le Sénat tant ils sont dans des conditions de travail rêvées. C'est-à-dire que personne ne leur demande quoi que ce soit. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les citoyens ne vont jamais aller voir leur sénateur pour se plaindre, alors que le député, il doit faire le travail avec les élus, parce que normalement c'est le sénateur qui le fait. Oui. Alors je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais le député fait le lien entre les élus et le gouvernement et l'État. Il est élu par les élus. Exactement. Le député, il fait le lien des citoyens, etc. Donc en fait, j'ai l'impression d'être un député sénateur, presque parfois. Est-ce qu'il faut 2 chambres? L'histoire nous laisse à penser que c'est quand même utile d'avoir 2 chambres.
En revanche, est-ce que la composition du Sénat à l'heure actuelle est conforme à ce qu'est la société aujourd'hui? Ça, j'en suis moins sûr. Est-ce qu'on ne peut pas repenser à une chambre peut-être citoyenne? Encore une fois, je lance des idées comme ça. Mais une chambre citoyenne tirée au sort, comme ça on aurait à la fois la forme représentative et une forme tirée au sort, peut-être tous les 2 ans. On tire au sort des citoyens qui, voilà, en fonction des textes qui leur arrivent, eh bien, ils puissent aussi exprimer quelque chose. Pourquoi pas? Mais il faut qu'on arrive à se réinventer, et le système actuel des institutions, à mon avis, si on n'arrive pas à le réformer, de toute manière, c'est là où, et c'est le combat que j'ai voulu mener en m'engageant, et après je répondrai à une de vos interrogations sur le cumul, je pense que si on ne fait pas cette réforme, alors qu'on ne peut pas faire en fin de mandat, clairement, c'est impossible, donc ça peut se faire après une élection. Donc j'espère qu'on la fera en 2022 si on a la chance, en tout cas, d'être là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut cette réforme des institutions, sinon demain c'est une forme populiste qui prendra le pouvoir et on aura de mesures pour pleurer. Et sur la question du cumul, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faille une règle de cumul dans le temps. C'était prévu dans la réforme constitutionnelle qu'on avait lancée, qui n'a pas pu voir le jour parce qu'il y a eu des blocages et des affaires qui ont un petit peu nuit. En tout cas, moi, à titre personnel, je me suis toujours appliqué cette règle depuis que j'ai fait campagne en 2016. C'est 2 mandats. Donc si j'ai la chance d'être réélu en 2022, je ne ferai pas de 3e mandat, et d'ailleurs j'arrête la politique, parce que pour moi la politique c'est un engagement. Ah, vous arrêtez la politique, vous le dites clairement. Ah, mais j'ai toujours dit à mes concitoyens, je suis là avec vous pour 10 ans si vous le souhaitez, et après je laisserai la main à quelqu'un, parce que, autant le dire, c'est un engagement à 100%, 70 voire 80 heures semaine, mes week-ends je les compte pas, donc j'ai un peu une épouse, j'ai pas encore d'enfants, mais j'ai envie de fonder une famille, d'avoir un peu de temps pour eux, et je me dis, je préfère le faire à 100% mais que 10 ans, plutôt que de me dire et de m'arranger et de pas faire le travail à fond. Et donc moi je sais que je m'appliquerai cette règle-là des 2 mandats, 2 ou 3 mandats. Déjà moi je pense que si on n'est pas capable en 10 ou 15 ans de mettre en place des choses conformes à nos idées, on n'y arrivera pas la 16e année. Donc autant laisser la place à quelqu'un qui aura peut-être aussi plus d'énergie et de nouvelles idées à faire valoir. Et la proportionnelle, qui était une proposition du MoDem de François Bayrou, qui est votre partenaire. Oui, tout à fait. Une proportionnelle intégrale me paraît peut-être plus représentative des sensibilités politiques, mais pas forcément des territoires. Si on prend l'exemple du Nord, les sénatoriales sont sur ce modèle-là, de la proportionnelle. Quasiment tous les sénateurs du Nord sont de la métropole lilloise. Et moi, les territoires plus reculés comme Douai, je n'ai aucun sénateur. Et donc, il faudrait faire attention à ne pas, par la proportionnelle, éloigner ces élus du territoire, des territoires notamment les plus reculés. Donc, une dose de proportionnelle. Mieux territorialisé. Oui. Bah, je pense que c'est déjà le cas. Mais un peu de proportionnel, un peu de territoire, et tout ira bien. Très bien. Et on va chacun... Vous allez poser une question à notre député, voilà, tout simplement. Chaque citoyen va poser une question à notre député pour finir cette émission. Abdel, tiens, pour commencer. Moi, je voulais d'abord, juste d'un mot, parce que on avait la question initiale, c'était à qui profite l'abstention. Moi, je pense que lors des dernières élections, ça a profité au Front National, au Rassemblement, et au Vert aussi. Donc c'est l'électorat le plus motivé qui va gagner. Vous avez vu, on a eu un taux de participation de 40% au maximum. Donc même l'élection elle-même, bon voilà, donc bon, il faut l'accepter, mais en tout cas c'est une remarque, c'est une analyse, voilà. Est-ce que vous avez une question à poser à notre monsieur le député? Une question, voilà, vous, qui n'a rien à voir avec les sujets. Ça peut être un ressenti aussi. Surtout sur le cumul des mandats. Non, mais il y avait la question sur comment réglementer un petit peu la pratique sur les réseaux sociaux. Donc, je sais qu'il y avait quelque chose, il y avait une loi, en tout cas en cours, mais on n'a pas les détails là-dessus. Donc, comme ça. Alors, merci pour cette question. Je sais qu'il y a la loi, notamment la loi Avia, qui avait abordé le sujet, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel et qui a été repris dans une autre forme dans le texte qui vise à renforcer les principes républicains. Le texte n'étant pas arrivé à son terme, je ne peux pas vous dire ce qui sera à la fin décidé et si le Conseil constitutionnel le validera, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi mettre les plateformes face à leurs responsabilités et que quand il y a un signalement, il faut qu'il y ait rapidement une suppression, que ce soit du tweet, que ce soit du commentaire injurieux ou haineux, et c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et on a du mal à imposer. Qui est resté longtemps sur les réseaux. Et le cas de, quand on parlait de Mila, c'est exactement ça. C'est une vidéo qu'elle avait fait pour sa communauté qui devait rester en ligne 24 heures et qui a fini sur les réseaux. Et là, on a eu un afflux de tous ces propos et de ces menaces. Donc il faut qu'on soit plus exigeant avec les plateformes, sinon on s'en sortira jamais. Aurélie.
Est-ce que tu as une question à poser au monsieur le député? Alors, j'en avais pas. D'accord. Mais il y en a une quand même où je vais quand même la poser. Sur le fait qu'on vienne, enfin, plutôt qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on vienne sanctionner les parents d'enfants qui font de la délinquance, etc., mais qu'on vienne sanctionner les parents. Financièrement? Financièrement. Ouais. Il y a eu cette proposition, notamment sur les prestations sociales. Le fait de supprimer les prestations sociales pour les familles où les enfants seraient... moi j'ai toujours dit que j'ai été défavorable. Pourquoi? Parce qu'avant d'être député, j'étais surveillant de nuit dans un internat. Et j'avais des jeunes avec moi. Et très souvent, le grand frère trafiquait. Mais il y avait la petite sœur qui était dans l'internat, qui travaillait bien. Et qui n'était à l'internat aussi que parce que sa famille, sa maman, touchait les prestations. Et donc je ne voudrais pas que derrière une mesure qui paraît de bon sens, on vienne pénaliser l'ensemble de la fratrie, alors que c'est un élément de la famille qui éventuellement viole la loi. Donc qu'il y ait des sanctions et qu'on lui demande de réparer notamment ce qu'il a pu, c'est-à-dire une des lois que je portais sur la justice de proximité, c'est que tu salis, tu nettoies, pardon, tu casses, tu répares. Et ben on l'applique plutôt que de penser à supprimer des prestations sociales qui pénaliseraient l'ensemble de la famille, alors que la famille n'est pas coupable en tant que telle, à mon sens. Adel Salem pour une dernière question. Alors, d'abord un ressenti, ensuite une toute petite question. Moi j'ai le sentiment que vous êtes quelqu'un d'humaniste et d'accessible. Je fais allusion naturellement au fait que vous ayez défendu la couverture santé des étrangers en situation irrégulière, qui vivent vraiment dans des situations très difficiles. Ça c'est tout à votre honneur, je tenais à vous le dire quand même. Ensuite, le fait que vous soyez positionné contre la chasse à courre, vous aviez été violenté et vous avez eu le courage de vous déplacer et justement aller être en opposition avec ces chasseurs, c'est votre dimension humaniste. Ensuite, sur votre partie accessible, alors j'ai dû entendre que vous faisiez de la politique en jouant aux jeux vidéo. Donc est-ce que vous pensez que c'est un nouveau canal de communication pour justement toucher des jeunes qui aujourd'hui sont dans le désamour ou de l'indifférence totale de la politique? Je pense que quand on fait de la politique, il faut se fermer à aucun canot. C'est-à-dire que, et je l'avais dit d'ailleurs quand je jouais aux jeux vidéo, c'est que ce qui est évident, c'est qu'on ne va pas aborder des grands sujets de fond où il ne faut pas que le jeune vienne voter pour nous parce qu'il nous a trouvé sympathiques. Alors, c'est un peu le sujet qu'on a abordé tout à l'heure. C'est-à-dire que j'essaye d'aborder des sujets de fond et sérieux par le biais... Peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Mais disons que c'est sûr que quand je fais des vidéos sur mes réseaux sociaux, je suis pas sûr que ces jeunes qui regardent les jeux vidéo vont regarder mes vidéos. Et donc si je veux réussir à les toucher et à ce qu'ils puissent aussi enrichir et peut-être d'ailleurs s'opposer à ce que je peux proposer, il faut au moins qu'ils aient accès à cette connaissance-là. Et moi j'essaye de trouver tous les canaux qui permettent de le faire. C'est pour ça que très souvent aussi, dans l'ensemble des clubs de sport de ma circonscription, très souvent je vais faire des entraînements avec eux. Alors l'idée c'est de jouer avec eux, mais c'est surtout aussi d'avoir leur ressenti sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et sur le sujet de la chasse à courre, je m'étais rendu avec l'association AVA en effet pendant une chasse à courre. Vous aviez été agressé physiquement. Incognito, et oui, ils avaient été particulièrement violents avant de se rendre compte que j'étais parlementaire, et là bizarrement tout s'est apaisé. Et 2 ou 3 semaines après, je me suis rendu, peut-être, je me suis rendu de nouveau dans une chasse à courre, mais côté chasseur. Et donc je les ai écoutés toute la journée, j'ai pas changé d'avis, je leur avais dit qu'il y avait peu de chances que je change d'avis, mais au moins ils ont pu me présenter la chose telle qu'ils la voyaient eux. Et j'ai la sensation qu'il faut aussi qu'on soit non pas dans le manichéisme de dire les chasseurs à courre, c'est tous des enfoirés, etc. Il faut qu'on soit aussi capable de les écouter. On ne sera pas d'accord à la fin, mais c'est pas grave. Comme je le disais, la fraternité, c'est être en désaccord et d'accepter les désaccords dans une nation. Et à partir du moment où on écoute tout le monde, qu'on prend une position de façon mesurée, je pense que le débat en gagnerait et peut-être que nos concitoyens s'intéresseraient plus à la politique. Et sur la couverture santé aux personnes Oui, encore une fois, c'était une proposition des LR qui prépare la présidentielle de 2022. Ça représente 0,4% du budget de la santé. Enfin, j'ai du mal à croire que ce soit un sujet, et au contraire ça honore la France d'être l'un des rares pays européens à mettre en place ce type de choses. La solidarité nationale, c'est quelque chose auquel vous croyez? C'est le pays des droits de l'homme, donc soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais en tout cas, merci beaucoup, monsieur le député Dimitri Houbron. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je remercie Aurélie aussi, je remercie Abdel et merci Adel Salem qui sera avec nous aussi jeudi prochain. La semaine prochaine. Pour un 6e numéro de débat d'opinion. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et à très vite sur Vox.